Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Où aujourd'hui, je vais te parler un petit peu avec Élodie Crépel de l'hypersensibilité, de la douance, en fait, de tout ce qui concerne les neuroatypies d'une manière générale. Et j'ai envie de te dire que Élodie, elle est plutôt bien placée pour en parler, vu qu'elle est elle-même hypersensible, également surdouée et maman de 4 enfants neuroatypiques également. En fait, j'ai rencontré Élodie Crépel en la suivant moi-même sur les réseaux sociaux et son blog à l'époque, quand je suis moi-même devenue maman. Et à l'époque, Élodie, elle avait vraiment plein de cordes à son arc, et notamment éditrice indépendante avec son conjoint, les éditions Elle et Graines, et j'avais acheté beaucoup de livres à l'époque qu'elle avait publiés ainsi. Et puis, en avançant un peu dans la connaissance de moi-même, et au fur et à mesure que j'ai désiré accompagner mes enfants, je me suis interrogée sur moi. Parce que clairement, mon enfant, mon grand, Chocapic, je voyais bien qu'il y avait des signes évidents de son hypersensibilité, et c'est venu me poser la question me concernant, et moi. Est-ce que finalement je ne pourrais pas parvenir à expliquer certains décalages que je constatais entre moi et les autres, même également entre moi et mon conjoint? Et j'ai alors décidé de suivre un des ateliers d'Élodie pour en savoir plus, et puis j'ai également lu beaucoup de ses ouvrages. Et tout ça, en fait, finalement, j'arrive à la fin de cette introspection avec l'épisode que je te propose aujourd'hui et cette interview d'Élodie, parce que je me rends compte qu'on est nombreux et nombreuses, mamans, parents, à se poser des questions, en tout cas, concernant notre propre neuroatypie, à travers celles que l'on constate peut-être, ou en tout cas celles qui viennent nous susciter des interrogations sur notre enfant. C'est exactement de cela qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui avec Élodie. On va te présenter, Élodie, elle va t'expliquer un petit peu ce que l'on entend par neuroatypie. Pourquoi est-ce que souvent on s'en rend compte de notre propre neuroatypie à travers la découverte et l'accompagnement de celle de notre enfant, et quels sont les bénéfices finalement qu'on peut en avoir, même si c'est sur le tard, entre guillemets, qu'on s'en rend compte, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Bref, j'arrête mon blabla et je te laisse découvrir l'échange que j'ai eu avec Élodie. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens sur la description du podcast, mais également dans l'article du blog que tu peux retrouver sur merrecredi.com/105, le numéro de l'épisode. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Élodie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai présenté brièvement dans mon introduction, mais si ça te va, j'aimerais te laisser te présenter avec tes propres mots, expliquer un petit peu qui tu es pour celles et ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas. Déjà, merci. Merci pour cette invitation. C'est toujours un honneur d'être invité dans des podcasts. Donc, franchement, un grand merci à toi. Quoi dire que tu n'as pas déjà dit? Bref, avec mes propres mots, c'est vrai que je ne sais jamais par quoi commencer. Je dirais que je pense que je suis passionnée par un sujet qui me concerne, puisqu'effectivement, je suis moi-même atypique. J'ai 4 enfants atypiques, donc je vis l'atypie au quotidien depuis toujours, parce que l'atypie, c'est de naissance, en fait. Et en fait, on vit toute sa vie avec ces atypies, qui sont des particularités, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, petit à petit, je me suis formée, mais surtout à l'international. Je me suis formée auprès du docteur Hélène Aron, et je fais partie de son annuaire. J'ai été co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité également. Et j'ai continué effectivement à me former comme ça à l'international, parce que je trouve qu'en France, on manque encore peut-être une certaine ouverture d'esprit. On confond beaucoup l'atypie avec la santé mentale. En tout cas, elle est réduite à ça et c'est vraiment dommage parce que, par exemple, on n'en parle que à travers un regard de psy. Et c'est ça que je trouve dommage. Ce n'est pas que ça. Et ce n'est surtout pas que ça.
Et du coup, j'essaye d'ouvrir en fait le champ, voilà, de peut-être un peu plus international sur le sujet, à travers mes réseaux sociaux, mon podcast également, mes livres, les conférences et les formations, puisque je forme également les professionnels sur le sujet. Voilà, je pense que j'ai. Couvert l'ensemble de tes casquettes. En fait, finalement, j'ai envie de te dire, qui tu es, ce que tu fais, ça représente un petit peu justement cette pensée en arborescence qui est Ouais. assez, qui est un trait assez connu, on va dire, des neuroatypiques. Voilà, cette pensée qui part dans tous les sens. Non, qui est pluridirectionnelle, on va dire. Ouais, oui, oui, on peut appeler aussi ça de la multipotentialité, bien que ça ne concerne pas forcément tous les atypiques, mais ce côté un peu touche à tout. Parce que tu vois, j'accompagne même professionnellement les atypiques à trouver leur voie, donc c'est vraiment très très large. C'est juste que je me suis rendu compte à un moment donné que mon travail, parce qu'avant de faire ce métier, j'ai été assistante sociale, j'ai été maîtresse familiale, psychanalyste, enfin, j'ai fait plusieurs métiers, tu vois, différents. J'ai plusieurs cordes dans mon arc. Et c'est vrai que j'attirais forcément un public atypique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je devrais me spécialiser, je devrais avoir des outils adaptés, parce qu'en fait, pendant toutes mes études, les formations que j'ai faites, on m'a pas donné les outils pour accompagner comme il faut ce genre de profil, en fait. Et ça représente malgré tout, quasiment un quart de la population, si on prend toutes les atypies confondues, tu vois. Donc, j'y suis allée franco. Voilà. Ouais. Eh ben, j'ai envie de te dire, merci pour ça, merci pour nous, merci pour voilà. C'est, enfin, je pense qu'on en a, comme tu le dis, c'est pas assez représenté en France et on en a besoin parce que finalement on se retrouve démunis. Et histoire qu'on parle bien de la même chose, enfin voilà, de planter le décor avant de vraiment de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais peut-être nous mentionner un petit peu les différentes atypies que ça couvre? Voilà, qu'est-ce qu'on entend par neuroatypie? Oui. Alors, comme tu dis, effectivement, atypie, souvent on fait la réflexion, mais enfin, Elodie, tout le monde est atypique dans le sens où tout le monde est singulier, tout le monde est unique. Oui, bien sûr. En fait, c'est juste que c'est un petit mot, mais qui symbolise en fait neuroatypie. On parle bien de neuroatypie, ça veut dire un fonctionnement cérébral différent d'une norme donnée. On Hmm. pourrait vraiment s'interroger sur déjà qu'est-ce que c'est être normal, tu vois. C'est ça. Et il a bien fallu, en tout cas d'un point de vue médical, qu'on repère un cerveau plus ou moins normal pour potentiellement aider ceux qui sortent de cette normalité. Ah ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on l'a vraiment symptomatisé. Et d'ailleurs, il y a encore des réflexes où on parle de diagnostic et c'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, il faut quand même être, et je trouve, très vigilant là-dessus, mais aussi très humble des connaissances qu'on a parce qu'elles évoluent constamment. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de neuroatypie, il y a tout ce qui est du spectre de l'autisme, autrement appelé TSA, voilà l'autisme. Il y a le TDAH, donc ce qu'on appelle aussi trouble de l'hyperactivité, on peut entendre encore ce genre de choses, ou voilà du manque de concentration. Des fois, il y en a qui disent un petit peu ce genre de choses. Il y a les troubles 10, mais il y a également la douance. Donc la douance, c'est le fait d'être surdoué, on entend aussi phylocognitif, zèbre. En fait, c'est haut potentiel intellectuel. Il y a énormément en fait de termes qui veulent dire exactement la même chose, hein, mais ça démontre, je pense, un petit malaise et peut-être qu'on n'arrive pas tous à se mettre d'accord parce que la connaissance n'est peut-être pas encore totalement aboutie ou la réflexion sur le sujet ne l'est pas. Et enfin, la cinquième, c'est l'hypersensibilité, qui est en réalité un haut potentiel sensible. En France, ça a été traduit par hypersensibilité, mais c'est pas le terme scientifique du tout, hein. C'est lorsqu'on a écrit ça, en fait, le traducteur, après, c'est normal, prennent des libertés, c'est logique, de traduction. Et c'est resté comme ça, même si on essaye de tendre à ce que ça évolue, parce que dans le mot hyper, il y a une connotation quand même très négative. Hmm. Et il y a cette idée de c'est trop. Et comme c'est trop, faut se faire soigner. Et les gens y croient en fait. Et ça, c'est dommage. Après, ce qu'il y a des atypies qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'a pas encore su finalement bien repérer, c'est possible. Et c'est pour ça que peut-être il y a des gens, malheureusement, qui ne trouveront pas leur réponse dans ce qu'on connaît. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, on a encore créé des cases hors des cases et que potentiellement, il y a peut-être encore d'autres cases voilà, où on rentre pas dedans parce que simplement, c'en est une autre et qu'elle n'a pas encore été Mm. nommée. On n'a pas mis une petite étiquette sur la boîte. Tu corresponds à ça? Ouais, tu me tends la perche, donc je vais l'attraper. Souvent, on pose la question, mais est-ce que vraiment on doit nous mettre dans des cases, toutes ces étiquettes, est-ce que c'est vraiment positif? Ça, c'est vraiment, je pense, au cas par cas. On n'a pas le droit, à mon sens, d'obliger quelqu'un soit à rentrer dans ce cas, soit à ne pas y rentrer. Il y a des gens qui en ont besoin.
un peu comme une safe place, tu vois, se dire, ah, enfin, je mets un mot dessus. Parce qu'il faut bien se dire quelque chose que les gens, ils vont vous mettre des étiquettes. Depuis notre naissance, on nous met des étiquettes. Ah, il ressemble à papa, il ressemble à maman, ah, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, les étiquettes, en fait, elles y sont. Et le souci, c'est quand on n'a pas les bonnes étiquettes, entre guillemets. Du coup, on pense ou on croit savoir qui on est et ça ne colle pas. Il y a quelque chose, il y a comme un décalage. On est un peu à côté de la plaque, on n'arrive pas à comprendre. En fait, nos réactions, on n'arrive pas du coup à se faire comprendre, à expliquer nos réactions. Donc, elles sont interprétées puisqu'on n'a pas en fait le bon mot qui correspond. Et on doute de soi et ça peut avoir des répercussions sur la confiance et l'estime de soi, sur les relations, sur après notre parcours de vie. Donc oui, il y a des gens qui vont avoir besoin de passer par cette case étiquette parce que enfin ça les soulage. Et pour d'autres personnes, absolument pas, c'est contraignant et c'est OK en fait. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a cette espèce de débat où on veut imposer en fait aux autres ce que nous-mêmes on a envie pour nous. Mais ça fonctionne pas comme ça en fait, hein. Encore une fois, c'est une belle projection Voilà, c'est en ça. niant complètement le ressenti de chacun. Voilà, donc j'aurais envie de dire, mais chacun fait comme il veut. Merci, voilà, C'est ça. ça y est, le sujet est clos. Ah, je partage complètement ton point de vue. Effectivement, il y a des personnes chez qui les étiquettes, savoir, elle va être rassurant, va aider. Et pour d'autres, au contraire, ça va être limitant et ça va, voilà. Et puis, il y a des périodes de vie, tu vois, il y a des fois où tu en as eu besoin, et puis en fait, après, tu as dépassé ça, et vice-versa, en fait. Alors, ça me permet aussi de faire le petit lien avec la suite et là où j'aimerais qu'on aille un petit peu. Quand je t'ai proposé cette interview, je t'ai un petit peu expliqué mon parcours, à moi aussi, où effectivement, ben, j'ai envie de te dire que j'ai découvert, j'ai posé des mots, comme tu dis, sur ma neuroatypie en m'interrogeant sur celle de mon enfant. Alors, c'est venu notamment avec mon premier. J'ai envie de te dire que les deux autres sont juste venus confirmer certaines choses. Mais en tout cas, mon grand, son petit surnom, c'est Chocapic. C'est lui, forcément, par le premier, où j'ai commencé à m'interroger. Et naturellement, en le voyant grandir, en le voyant réagir, je me suis posé la question, est-ce que est-ce que effectivement il serait pas donc en français hypersensible? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de différent? Et finalement, je pense que je suis pas la seule, loin de là. Maman, parents qui se posent cette question. Comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut repérer chez notre enfant des choses qui pourraient expliquer certains comportements et se dire effectivement il y a peut-être une neuroatypie ou non, c'est une évolution normale de son âge. Est-ce que tu aurais des petites clés comme ça à nous partager pour se lever ces petits doutes ou en tout cas des pistes pour dire vas-y, creuse parce que ça peut valoir le coup. Alors, déjà, je vais reprendre ton histoire, et c'est assez commun, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, tout le monde mettra l'adjectif qu'il veut, de s'intéresser à ses propres atypies à travers nos enfants, surtout les femmes. C'est-à-dire qu'on est quand même très conditionné à s'adapter, voire à se suradapter jusqu'au sacrifice Ah oui, le quand fameux. on est une femme. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme si on légitimait ces questionnements pour nous-mêmes lorsqu'on avait un petit peu ouvert la porte. Et qui ouvre mieux les portes que personne? C'est les enfants, nos Ah oui. enfants. Ils enfoncent les portes, en fait, celles qu'on veut fermer. Voilà. Donc, vu qu'on a envie de faire en général le mieux pour nos enfants, après ça reste subjectif, le mieux on est d'accord, mais en général, voilà, un parent a envie du mieux pour son enfant, on va s'intéresser à ça. Pas toujours. Il y a parfois des parents, au contraire, c'est non, c'est radicalement non, et ils veulent pas en entendre parler. À un moment donné, ça va être explosif, c'est sûr. Mais en ouvrant la porte, eh bien, on voit des ressemblances. On se dit, mais moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais enfant, ça me parle. Et ça bouscule énormément l'enfant en nous qui n'a peut-être pas été écouté. Et le but, c'est pas de remettre en question toute l'éducation qu'on a reçue, les parents qu'on a eus. C'était notre époque aussi. Je pense qu'il faut Mm. faire le deuil de beaucoup de choses pour avancer. Mais ça permet de mettre en perspective peut-être notre évolution, nos choix de vie, nos douleurs, nos traumas, les complications aujourd'hui. Et souvent, ça angoisse les parents de se dire, mon Dieu, moi, ce que j'ai vécu, j'espère que mon enfant ne va pas le vivre. Ah ouais. Et moi, j'aimerais juste rassurer les parents qui sont là-dedans en dire, mais ce n'est pas possible. Déjà parce que vous n'êtes pas en fait votre mère, vous n'êtes pas votre père, que votre enfant n'est pas vous, que Mm. c'est pas le même contexte, pas la même culture des atypies aussi, on en parle de plus en plus.
et que déjà, en fait, vous êtes en train de vous renseigner, chose que peut-être vos parents n'ont pas pu faire ou n'ont pas voulu faire, en fait, à votre époque. Donc déjà, on se distancie de ça et on évite ce transfert avec nos enfants. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire, il va souffrir de ça. Mais peut-être pas, en fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui démontrent que les enfants atypiques qui sont, en fait, qui évoluent dans un environnement qui est propice à l'acceptation de leurs différences, sont même plus heureux que les enfants non atypiques. Donc c'est rassurant, tu vois. Ça peut être une bonne nouvelle. Ah, ouais. Mais bon, voilà. Donc ça demande en tout cas peut-être effectivement un travail aussi de soi en tant que parent. Mais bon, est-ce que c'est pas ça la parentalité, hein? J'ai envie de te dire, ouais. Alors, pour revenir à ta question sur les caractéristiques, alors moi, j'aime pas effectivement faire des généralités parce que chaque enfant est unique et puis chaque atypie, c'est-à-dire que deux enfants hypersensibles ne se ressemblent pas. Mm. Moi, j'ai tendance à dire, et on va le retrouver souvent dans les ouvrages ou les conférences que je donne, j'emploie cette expression que les atypies sont colorées avec la personne, c'est-à-dire avec déjà son histoire de vie, son éducation, sa culture, mais les expériences de la vie, les rencontres qu'il va faire en fait, et tout au long de notre vie. Et je pense que nous, en tant qu'adultes, on peut aussi le voir que peut-être notre sensibilité aujourd'hui n'est pas colorée de la même manière qu'elle était il y a quelques années, parce Mm. que selon la manière dont on va évoluer. C'est pareil pour les enfants. Cependant, je vais quand même essayer de répondre parce que là, sinon ça va être trop vague et peut-être frustrant et je le comprends. Je crois que les signes apparents, c'est que il y a une intensité quand même qui se remarque. C'est-à-dire que souvent on me dit oui, enfin, tous les enfants sont hyper émotifs. Certes, on sait que leur cerveau n'est pas mature et qu'effectivement tout ce qui est accueil des émotions, bien que bon, on peut se poser la question chez les adultes aussi, Ouais. hein, si c'est comme ça. Mais voilà, effectivement, on est d'accord que les tempêtes émotionnelles, tout ça, tous les enfants en font. Enfin, vraiment, pour le coup, je pense que la majorité en font. Cependant, chez un enfant, par exemple, hypersensible, il va y avoir ça en termes de quantité et en termes aussi d'intensité, ça va être beaucoup plus fort. Mm. Donc, à un moment donné, le parent, il va se confronter à une situation où il va pas réussir ou difficilement à trouver une écoute, une légitimité, où en regardant autour de lui, il voit bien qu'il y a une différence en fait. Et on va souvent lui reprocher, et ça c'est très facile, et on le voit encore dans les médias en France, on leur reproche très facilement leur parentalité en fait. Genre, soi-disant, ils sont trop laxistes. Voilà. Alors, je dis pas que c'est pas possible, effectivement, le laxisme comme l'autoritarisme, voilà, ce sont des extrêmes dans la parentalité, mais je trouve que ce sont des raccourcis très rapides. Quand on a un enfant TDAH, de dire, bah oui, vous lui mettez pas assez de limites. Est-ce que vraiment c'est une question de limite? Donc, à un moment donné, peut-être qu'on peut arrêter de juger un parent et lui tendre la main en disant, est-ce que il y a des outils ou des choses en fait qu'on peut adapter à ta situation en fait. Et je trouve que ça manque de solidarité entre parents. On le voit même hein, quand un enfant, voilà, dans un espace public ou allez, bientôt il va y avoir les fêtes de famille, un enfant va exploser, ça va être super compliqué parce que il n'y a pas que l'hyperémotivité chez les enfants hypersensibles, il y a aussi une hypersensorialité, des hyperesthésies. Alors ça veut dire que c'est en fait ils ont leurs cinq sens qui sont beaucoup plus intenses et dans leur cerveau, et ça s'est vu, on a des images IRM qui le démontrent, en fait, il y a comme une suractivation. Donc, moi, j'aime bien faire le parallèle en disant à une personne, c'est comme si tu avais ton oreille à côté d'une baffle là, énorme de musique à fond. Concrètement, je suis en train de te parler, de te demander de résoudre, je ne sais pas, un problème de maths à ce moment-là, et que de te demander surtout de garder ton calme, et puis après de t'endormir tranquillement le soir. Est-ce que vraiment c'est possible pour toi? Non, mais voilà. Je me dis, ou bien, je sais pas, je prends du poil à gratter et je te frotte le dos toute la journée avec. Voilà. Je lui dis, bah, c'est un peu ça, sauf que, voilà, pour certains enfants, bah, un petit son, une matière de vêtements, Mm. et ça parle aux parents, tu vois, ces petits exemples, souvent, il faut parler d'exemples du quotidien qui leur parlent en disant, est-ce que c'est compliqué d'habiller vos enfants? Mm. Est-ce que c'est compliqué à l'enfant de se concentrer parce que, effectivement, dès que vous lui parlez, s'il voit un petit truc, hop, va perdre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça récurrentes qui font que ça génère des complications, des tensions, des problématiques, en fait? Alors, là, on parle des difficultés, mais il y a aussi des atouts. Ce sont souvent des enfants qui ont quand même une puissance et une pulsion de vie extraordinaire, une grande créativité, une sensibilité qui va générer une grande empathie également. Mm.
Je donne un exemple tout bête, mais ça va être typiquement l'enfant peut-être qui va donner ses goûters à la récréation à ses copains et ses copines de classe, parce que voilà, et à un moment donné, la maîtresse qui va vous dire, ça serait bien de lui mettre un goûter quand même de temps en temps, il a faim, hein. Voilà, c'est des choses comme ça. Voilà. Ou qui va prêter son pull parce que son ami a froid et lui, du coup, il va s'enrhumer. Il y a des choses comme ça. Enfin, voilà. Et ça, c'est beau quand même. Et ce sont aussi des liens dans une famille. Hmm. Parce que comme on doit être attentif aux uns et aux autres, ça va créer du lien et du lien. Et je trouve que c'est beau et c'est puissant. Et tu vois, il y a eu pas mal d'études. Alors là, je transpose pour plus tard, mais en fait, une personne atypique qui a su faire de ça un potentiel, et en tout cas, moi, j'y crois, hein, c'est tout le message de mon travail, Oui. on se rend compte que ce sont des meilleurs managers, par exemple. Ils savent faire face aux responsabilités, ils savent comprendre les besoins des uns et des autres, ils savent transposer et expliquer aussi leurs propres émotions. Donc, ils ont des relations aussi beaucoup plus épanouissantes. Ce sont des gens qui sont en général mieux dans leur vie, qui sont en capacité de faire des choix en fonction de leurs besoins. Enfin, tu vois, je trouve vraiment que ce sont des personnes extraordinaires, mais encore faut-il leur laisser cette possibilité de l'exprimer. De l'exprimer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, quand je vois, moi, bah, les mamans que j'accompagne, souvent, ce qui ressort, c'est la peur. C'est la peur de la souffrance de l'enfant neuroatypique. Et comme tu le dis, c'est parce que ça, on regarde ça avec le spectre que peut-être nous, on a connu en étant enfant et qu'on n'a pas, bah, voilà, comme tu disais, hein, nos parents n'ont pas eu les clés, n'ont pas voulu, ou peu importe, mais on n'a pas été accompagné comme on aurait pu. Donc effectivement, c'est devenu quelque chose, un point de douleur. Mais si aujourd'hui, nous, on a les éléments, on met en face, on essaye en tout cas d'accompagner ces enfants, ils ont tout le potentiel pour au contraire que ça en soit un super pouvoir et ils ont, enfin, ça a tellement à apporter, enfin, surtout dans la société d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça peut pas faire de mal, hein, clairement. Après, je vais pas nier une réalité. Les chiffres sont là. Ce sont des enfants qui peuvent être plus malheureusement victimes de harcèlement scolaire, c'est un fait. Mais c'est pas, par exemple, la route n'est pas tracée. En Ouais. fait, c'est pas parce qu'ils sont atypiques qu'ils vont plus souffrir que par-ci. Non, ils vont être confrontés à certaines difficultés parce que, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a des atypiques qui ressentiront toute leur vie ce décalage en disant, mais pourquoi je ne suis pas comme les autres? Hmm. Et il y a une autre partie de la population des atypiques qui vont toujours se dire, mais pourquoi les autres ne sont pas comme moi? Au final, ça revient au même. On sent qu'il y a un décalage. Ouais, mais le regard n'est pas le même. Il n'est Non, pas orienté de la même exactement. façon. Exactement. Ce décalage, je crois qu'il faut le légitimer parce que souvent, en fait, soit on se flagelle soit il y a une colère contre le monde. Donc, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend aussi de la confiance que nos parents et l'amour qu'ils nous ont porté parce que bah, forcément, si on a été dans un environnement où on a été accepté avec nos particularités et on nous a pas reproché ce trop, ce pas assez, ce pas comme il faut en tout cas, eh bien, au final, on a envie d'en faire quelque chose, on a envie vraiment, en fait, de développer ça. A contrario, dans un environnement peu propice où, eh bien, on a eu beaucoup, beaucoup de réflexions de la part de nos parents, ou en tout cas des personnes qui nous entourent d'amour et qui sont vraiment dans le premier cocon, bah, on va tout le temps s'auto-flageller, en fait. Je suis pas comme il faut, je n'y arriverai pas. C'est normal qu'en fait, on ne m'aime pas. Il y a cette idée derrière, en fait, qu'il faudra évoluer. Et en général, il faut passer par la thérapie pour déconstruire tout ça. Et oui, l'atypie va générer, par contre, une intensité supplémentaire dans l'autoflagellation. Mais j'ai envie de te dire, c'est quelque part, c'est le trait commun de la neurotypie. C'est l'amplitude. C'est un sentiment que tout à chacun peut avoir, le sentiment de, voilà, de s'autoflageller, sauf que ben, on a tendance à le pousser dans les extrêmes, comme tout, comme nos joies, comme nos peurs, tout est poussé, et le curseur un petit peu plus. C'est intéressant d'ailleurs, tu vois, quand tu dis tout est poussé dans les extrêmes, parce que on peut nous voir reprocher, en fait, oh, mais tu pleures tout le temps. Et parfois, il y a cette image et ce préjugé de se dire que la personne hypersensible, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps, mais absolument pas. Il y a des personnes hypersensibles qui ne pleurent pas, hein, parce qu'ils expriment autrement leur tristesse aussi, c'est possible, ou bien parce qu'ils sont conditionnés à l'exprimer autrement. Mais il y a aussi ces réflexions sur la joie. Genre, ben, calme ta joie quand même, ou bien ça va, dis donc, tu te mets dans un état, c'est bon, vraiment, ça te rend heureuse à ce point-là. Donc, il y a aussi ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression
qu'on a le droit de ressentir des émotions, mais il faut vraiment qu'elles soient très normées entre ça et ça, tu vois. Alors, bon, si on m'écoute, on ne le verra pas, mais entre deux curseurs très proches l'un de l'autre. Restreint. C'est Voilà, ça. voilà, c'est très étroit. Et du coup, ça donne cette sensation, et j'entends souvent de la part des atypiques en disant, ce monde est trop étroit pour moi. Je Ouais. me sens trop étroit. Maintenant, avec l'Internet, je trouve, et les réseaux sociaux, ça agrandit un peu le prisme et peut-être ça donne liberté à certains qui n'avaient pas dans leur vie. Mais il y a ce truc de qu'importe tout ce que je peux faire, toutes les expériences que j'ai envie de mener, j'ai l'impression que c'est toujours trop étroit pour moi. Et je trouve que ça revient souvent, en fait. Cette sensation d'étouffer, que c'est pas assez, qu'on aimerait juste 1000 vies et ou la difficulté de faire des choix aussi. Ce qui explique que parfois certains enfants, pour revenir sur les enfants, vont changer régulièrement, par exemple, d'activité extrascolaire. Les parents s'inquiètent en se disant, oh là là, mais il faut quand même, voilà, il n'est pas persévérant, dès que c'est en difficulté, il veut changer. Peut-être pas, en fait. Peut-être que juste, il a besoin de ça parce qu'il a besoin de toucher à tout. C'est comme ces enfants qui, en fait, vont picorer 10 assiettes différentes. Ils n'ont pas envie de manger un seul plat unique. Il y a des choses comme ça et on veut nous cloisonner à un choix, à une seule vie, à une seule manière de voir les choses. Et c'est là où l'atypie, c'est intéressant, et aussi pour le monde, parce qu'en fait, ça ouvre toutes les portes, toutes les perspectives, en disant, ben, en fait, c'est juste pas possible, parce que j'étouffe. Ah ouais. Mais ça me parle tellement. Il y a tellement sur le point où je te serais dit, ah, mais oui, mais oui, mais oui. Et si je reviens du coup au sujet, comment, finalement, comment est-ce que tu expliques le fait que tant de parents, des personnes donc de notre génération, découvrent leur propre atypie en se rendant compte de la neuroatypie de leur enfant? Pourquoi est-ce que du coup on passe notre vie, comme tu le dis, à se sentir étroit, en décalage, pas compris, pas comme tout le monde, et que finalement ça arrive comme ça sur le tard à travers nos enfants qu'on dit ah mais en fait il y a peut-être une raison pour que je me sente si en décalage par rapport aux autres. Je crois qu'on se le permet davantage quand on a des enfants, parce que l'amour qu'on leur porte est tellement fort que ça fait péter les barrières du conformisme. C'est-à-dire que beaucoup d'atypiques souffrent du syndrome du caméléon, c'est-à-dire qu'on ne sait pas juste s'adapter, hein, le caméléonisme, c'est se suradapter par crainte d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé. Et on a tous besoin en tant qu'être humain d'être accepté, aimé par ses pairs en fait. Du coup, l'enfant, lui, par contre, nous donne, je pense, assez de puissance, de légitimité, de dire, mais en fait, je m'en fous, j'y vais par amour pour lui, par amour pour elle, en fait. Et là, c'est comme si on ouvrait un peu cette porte, tu vois, c'est ce que je disais en début du podcast, cette porte à notre enfant intérieur qui s'est caché, qui s'est camouflé pendant très longtemps. Et en fait, il voit un peu la lumière. Et on peut très bien se... Il y en a beaucoup, hein, malgré tout, hein. Malgré qu'ils voient la lumière, ils ferment la porte pour eux, tu vois. Et ils disent, mais pour les enfants. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mères, c'est intéressant parce que lorsqu'elles découvrent les atypies de leurs enfants et qu'on leur demande, parce que souvent, bah, ça vient pas de nulle part, hein, les chiens ne font pas des chats, on leur demande, est-ce que, voilà, vous ou un des parents voilà, est atypique. Les femmes répondent souvent, ça doit être le papa. Non, non, moi non, ça doit être le papa. Alors, beaucoup pour la douance. Ouais. L'hypersensibilité, là, elles veulent bien. C'est quelque chose que, ok, c'est ok. Parce que c'est quand même fou à quel point, tu vois, les atypiques sont genrés. Alors Hmm. que dans les faits, scientifiquement, il y a autant d'hommes que de femmes. Hmm. Parce que reste dans un schéma genré. Mais vraiment, c'est assez incroyable. Les femmes sont ok pour parler de leur sensibilité, mais pas de leur douance. Là, il y a Ouais. vraiment un gros, gros blocage, hein. Et quand bien même elles passeraient le test, elles remettent en question la pertinence et le professionnalisme du psy. Et ça, c'est voilà, c'est Je lève la main. c'est c'est vraiment du conditionnement culturel et genré, pour le coup. J'ai les larmes qui montent aux yeux parce que tout ce que tu as dit, je vais te le retracer pour vraiment pour donner l'exemple aux parents qui nous écoutent. Quand tu parlais du caméléon, alors moi j'ai suivi certaines de tes formations, j'ai lu ton livre Femmes neuroatypiques. Je suis une caméléone experte. Et effectivement, enfant, moi j'ai connu le harcèlement, alors qui n'a rien à voir avec le harcèlement d'aujourd'hui, hein. J'ai même du mal quelquefois à dire le mot harcèlement parce que je le trouve trop fort. Attends, toujours tendance à diminuer le truc.
Toujours est-il que j'ai connu ça et effectivement, enfant, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me cache, que je me rentre dans la norme, en tout cas, de ce qui m'entourait pour ne pas dépasser, pour éviter de me faire taper dessus, pour pas trop me faire remarquer. Et c'est un comportement que j'ai complètement intégré. Et quand j'ai suivi ta formation pour dire, ouais, vas-y, creuse un petit peu la question de la neuroatypie pour toi, Maud, bah bingo. Alors autant l'hypersensibilité, j'avais pas de problème à l'assumer, autant la douance, je dis, oh non, oh non, mais non, mais non, c'est pas moi. Non, ça me correspond pas. C'est pas, non, c'est pas ça. Voilà, c'est tout dans la, ouais, comme tu dis, autant je suis capable d'ouvrir la porte, et par amour pour mes enfants, je suis capable d'ouvrir la porte, d'intégrer, les accompagner, autant pour moi, bah, ça m'a demandé, et ça me demande encore aujourd'hui, un travail pour que ma petite fille intérieure, je dise, ouais, ouais, cocotte. Ouais, t'as essayé de te cacher, de refuser. Parce que en plus, les termes de douance, haut potentiel intellectuel ou autre, ça peut faire peur parce que ça donne cette connotation d'extra, de super, et on a enfin je dis on, non là je vais parler de moi parce que je peux pas faire de généralité, mais en tout cas j'ai cette tendance à vouloir minimiser, toujours dire non, non, bah non, non, pas tant que ça, pas, je vais pas faire de l'ombre, non, reste à ta place, petite. Et effectivement, c'est intéressant. Et si les parents qui nous écoutent se posent la question, et si, on revient au tout début de ce qu'on disait, l'étiquette peut apporter un plus pour se comprendre et être bénéfique, bah franchement, j'invite toutes les personnes à creuser la question, notamment pour son enfant, bien sûr, mais aussi pour soi, parce que, punaise, même si c'est remuant, bah, quelque part, ça vient aussi rassurer certaines choses, ça vient aussi nous légitimer, et tu parlais du lien avec la confiance en soi. C'est pas que ça vient renforcer la confiance en soi de le savoir, pour moi, en tout cas dans mon propre vécu, ça a plus été comme une brique de base pour me dire, ok, t'as le droit d'être, t'as ces caractéristiques, prends-les. Prends-les et voilà. Et moi, en tout cas, ça m'a permis de commencer à consolider ma confiance en soi. Merci de ce témoignage parce que je pense que ça correspond à beaucoup, beaucoup de situations. Je vais rebondir sur cet effet, parce que enfin, si tu as lu mon livre Femme atypique, je pense que tu le vois. Je parle du Barnum, du Barnum. C'est-à-dire que beaucoup de personnes brandissent attention à l'effet Barnum. Alors l'effet Barnum, pour le résumer vite fait, hein, parce que bon voilà, c'est de croire très rapidement que des caractéristiques, c'est les nôtres, alors que pas du tout. Du coup, on a peur de se mettre justement dans une mauvaise case, de se coller une mauvaise étiquette. L'effet Barnum existe, bien sûr, ça a été un fait scientifique en psychologie qui a été prouvé maintes fois, bien évidemment. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est à quel point cette peur-là empêche en fait les personnes atypiques d'y aller et notamment les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles se servent de ce biais-là pour se convaincre elles-mêmes que ça ne peut pas les concerner. C'est ce qu'on appelle le Barnum du Barnum. C'est-à-dire qu'on va utiliser un biais qui ne nous concerne pas, mais qu'on a, mais pour éviter d'y aller, quoi. Et donc, c'est ah non, non, mais moi, j'ai trop peur de l'effet Barnum, donc ça ne me concerne pas. Mais non, en fait, là, tu es quand même dans le Barnum du Barnum. Parce que si tu veux pas aller dans un biais, mais en fait, vas-y, renseigne-toi. Mm. Ça veut pas dire avale tout ce qu'on te dit, absolument pas. Heureusement, il faut garder son sens critique, il faut y réfléchir, ça prend du temps, bien évidemment. Mais là, tu as juste peur d'y aller, en fait. Donc, c'est quand même un biais. Renseigne-toi, creuse. Peut-être que oui, peut-être que non. Va voir un professionnel formé et compétent. Voilà, va chercher tes réponses. Et comme je dis toujours, on est toujours légitime à se poser des questions sur soi. Mm. Et ça, c'est étrange à quel point c'est compliqué à mettre en pratique. Ok, oui. C'est-à-dire que pour ces enfants, ok, pour soi, c'est autre chose. Je pense que ça vient révéler aussi des inquiétudes. Parce que derrière, les parents ont peur de se dire, mais si je découvrais que j'étais atypique, est-ce que ça voudrait dire que j'ai en gros gâché ma vie, que j'ai rien fait de ce potentiel, que je n'ai pas été moi-même? Et moi, j'ai envie de les rassurer en disant, mais si, enfin, que je sache, vous avez quand même fait des choix de vie qui vous correspondent, ou peut-être que non, peut-être que vous avez des regrets, mais ça, c'est le cas de tout le monde, en fait, qu'on soit atypique ou non. Donc, si, vous inquiétez pas, vous n'avez rien gâché. Peut-être que ça aurait été un petit peu différent, oui, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il vaut pas mieux le savoir maintenant que pas du tout dans ces cas-là? Parce que là, dans ce cas, on passe dans le piège abscon où, bah, en gros, je suis allée tellement loin dans la non-connaissance, autant y rester. Sûr. C'est sûr? Ouais, c'est sûr. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je porte pas jugement. Et après, si on veut pas le faire pour soi, c'est quand même un beau cadeau à faire à ses enfants. Parce que je ne suis pas convaincue qu'on puisse totalement accompagner nos enfants dans l'acceptation de qui ils sont si nous-mêmes, on ne le fait pas avec nous. Enfin, il y a une... L'incarnation. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple de la politesse, je pense qu'on l'a tous vu, on a beau leur dire dis merci, ça ne fonctionne pas si nous-mêmes, on ne le dit pas, en fait. C'est-à-dire ça Exactement. passe par l'exemple. Donc, c'est un peu comme la confiance en soi. C'est très compliqué pour un enfant d'avoir confiance en soi s'il voit ses parents sans cesse s'autoflageller, parler mal de lui-même. C'est des réflexes qu'il va prendre également, en fait. C'est la même chose. On va lui dire aime-toi comme. Enfin, on ne lui dit pas directement comme ça, mais genre, ta sensibilité n'est pas un problème, mais par contre, dès que maman elle pleure, elle se cache, elle met la main quand elle rigole parce qu'elle veut pas qu'on voit comment elle rigole. Ça, c'est très féminin aussi. Dès qu'on rigole, hop, on se cache comment on rigole. Tu vois, des trucs comme ça. On s'excuse, voilà, dès qu'on pleure ou dès qu'on a une émotion. On dit ah non, mais je suis trop sensible. Comment on veut faire passer à nos enfants le message que leur sensibilité est un cadeau si nous-mêmes, en fait, on le voit comme un poison? Ouais. Il y a une incohérence, en fait. Merci. Ça, c'est tellement le truc, c'est mon cheval de bataille, justement, d'incarner ce qu'on attend et ce que l'on souhaite pour nos enfants. Ben, ça passe par nous, en fait. Enfin, ce qu'on transmet, à l'oral, c'est 20%, toute la communication non verbale. Le reste, c'est de ça que les enfants, ils s'imprègnent. C'est comme, tu sais, moi, un de mes grands sujets sur le podcast, c'est dire, quand nos enfants voient qu'on ne voit pas bien et qu'on a, non, si, ça va, oui, oui, ça va. Alors, il y a tout chez toi qui me dit que ça va pas. Et après, on demande à nos enfants, dire, tu me dis quand ça va pas, hein. Ben, il y a un moment donné, cocotte, ça peut pas marcher. Je... Et pire encore, ça leur donne pas confiance dans leur intuition. Hmm. Ah bah oui. Parce que du coup, eux, ils ressentent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, et nous, on leur dit que si ça va, comment ils vont faire confiance après à leur intuition pour sentir si une personne ne va pas bien dans leur ami, ou après quand ils veulent faire un couple, ou quand ils sentent pas que quelqu'un va leur mentir, ou choses comme ça. Ben non, parce qu'en fait, ils vont pas pouvoir faire confiance car on leur fait comprendre que ça fonctionnait pas. Après, en disant ça, je veux faire culpabiliser aucun parent parce qu'il y a ce qu'on dit et la pratique et c'est pas forcément évident. Et le but, c'est pas d'être des parents parfaits, absolument pas. Je suis vraiment pas une mère parfaite. Moi, je le dis souvent. Enfin, voilà. Ah, Euh, d'accord. voilà. En fait, ça n'existe pas. Et tant mieux. Je pense pas que. Je pense que justement, leur montrer que on peut être imparfait parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet de nous excuser et ça ne nous empêche pas d'être aimés. Et je crois que c'est un meilleur cadeau à faire à nos enfants que plutôt de garder un visage de parent parfait. Enfin, je Ah, vois pas trop l'intérêt, quoi. ça, on est bien d'accord. Moi, mon petit nom, c'est maman parfaitement imparfaite. C'est au contraire, parce que l'image de la perfection qu'on renvoie, pour moi, elle est même nocive. J'ai grandi avec une mère qui a tout voulu maîtriser, me montrer, donc la mère parfaite, tu vois. Et moi, à 20 ans, j'avais pas d'enfant encore. J'ai voulu atteindre le niveau de ma mère, qui a quand même élevé 2 enfants. Je n'y arrivais pas et je me suis dit, mais je vais être vulgaire, mais je suis une sous-merde. J'arrive pas à faire alors que j'ai que moi à gérer, alors qu'elle a géré 2 enfants. En fait, du coup, si on présente comme ça nos enfants, ils grandissent avec un référentiel qui est pas bon et c'est une chimère parce que ma mère derrière, ça lui a valu une sacrée dépression à la clé quelques années après. Voilà, enfin, l'addition, elle arrive, j'ai envie de te dire. Donc, c'était ni bénéfique pour elle, ni bénéfique pour moi et mon frère. Parce qu'on a grandi avec des modèles qui étaient utopiques, qu'il a fallu, chacun de notre côté, qu'on aille déconstruire. Non, en fait, c'était pas la bonne image que maman renvoyait, c'est pas ça qu'il faut viser. Donc non, j'y tiens à mon parfaitement imparfaite. Et je trouve que c'est au contraire, c'est que des bénéfices de montrer à nos enfants qu'on se trompe. Et puis du coup, on leur montre comment on répare, comment on s'améliore, la leçon qu'il y a derrière, quoi, en fait. C'est 1000 fois plus utile que de viser le mirage, quoi. Du coup, tu as commencé un petit peu à en parler, je pense, mais si tu devais résumer un petit peu, ce serait quoi les bénéfices pour convaincre? J'aime pas convaincre, mais terminer de donner des arguments aux parents que le fait que connaître leur propre atypie, ou en tout cas commencer à se renseigner, ça puisse être bénéfique pour eux et pour leur enfant. Qu'est-ce que ça apporte au-delà effectivement, on en a parlé d'incarner.
Mais en quoi ça peut les aider dans la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, avec leur enfant, puis peut-être avec leur entourage? Moi, j'ai envie de dire, en fait, la question un petit peu inverse, que risquent-ils s'ils ne le font pas ou s'ils le font? Parce que quand on se pose la question, c'est qu'on est face à une situation où potentiellement on est en difficulté. Donc, soit on décide effectivement de rester avec cette difficulté, soit on essaie de trouver une solution. Pour trouver une solution à une difficulté, il faut essayer de mettre des mots sur cette difficulté, essayer de la comprendre. Donc, ça va peut-être passer, pas toujours, mais sur la réflexion sur les atypies. Après, c'est peut-être pas ça, mais au moins, même si c'est pas ça au bout du compte, c'est une piste qu'on a explorée et qu'on a pu écarter. Ou on confirme, ou on infirme. Enfin, en tout cas, on avance. Et je crois que rien que ça, c'est important, parce que face à une difficulté, si on la comprend pas, je crois qu'à un moment donné aussi, il faut arrêter de faire l'autruche face à la souffrance de certains enfants. Il y a des enfants, une fois, par exemple, qu'ils sont à l'école, et qu'ils grandissent, ils se sentent différents. Ils sentent ce décalage. Donc, ça peut générer des difficultés, soit dans leur scolarité, soit sociale, avec d'autres enfants, bref. Donc, on en fait quoi de ça? On se dit, bon, c'est pas grave, il va grandir et on verra bien. Ok, enfin, je veux dire, comme vous voulez. Mais si vous choisissez le truc de, j'ai envie peut-être de lui apporter l'accompagnement le plus adapté, j'ai envie en fait, qu'il ait confiance en lui, qu'il ne perde pas, en fait, confiance en lui, qu'il puisse s'épanouir, en fait, on va creuser le sujet. Alors, au début, on va peut-être écouter des podcasts, lire des livres, aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, pourquoi pas. À un moment donné, si ça commence effectivement à se dire, ah, ça me parle quand même, il y a beaucoup de pistes, peut-être que ça vaut le coup effectivement d'aller voir un professionnel formé. Après, il n'y a peut-être pas besoin, on me demande souvent si passer un bilan, passer un test est obligatoire. Dans certaines situations, oui, comme par exemple sur le TSA ou sur le TDAH, parce que ça peut, sur les 10 aussi, ça peut permettre en fait d'avoir des aides de la MDPH, des aides pour l'école, ce genre de choses. Donc ça, c'est important d'avoir un bilan auprès d'un professionnel formé. Par contre, pour le HPI, si on veut faire un saut de classe aussi, ça peut être important, ou il y a des classes spécialisées. Pour le HPS, ça peut être intéressant aussi parce que lors de la passation, on explique les petites particularités de l'hypersensibilité chez l'enfant et donc peut-être le faire valoir auprès de l'école. Mais parfois, malheureusement, malgré toutes les preuves de professionnels, on est à un stade encore en France où beaucoup de professionnels se disent que c'est pas vrai. On se confronte à des idées reçues comme ça. Oui, enfin, aujourd'hui, tout le monde a un diagnostic de TDAH. Donc, c'est pas vrai, déjà, voilà. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Concrètement, allez, peut-être vous allez trouver un professionnel qui fait peut-être pas son travail. Enfin, ok, on est d'accord dans tous les corps de métier, il y a de tout. Mais en général, ça n'amuse aucun professionnel de dire qu'un enfant a une atypie. Et en fait, il n'est pas plus ou moins payé, en fait, hein. Ça ne change rien à sa vie à lui. Donc, s'il le fait, c'est que concrètement, après une analyse approfondie, c'est le cas ou ce n'est pas le cas. Point. Et je trouve ça assez hallucinant parce que les gens remettent ça en question, et je l'entends souvent de la part de profs, alors que ce n'est pas leur domaine de compétence. Alors, il faut se dire qu'ils ne sont pas formés à ça, et je comprends, c'est un métier aussi en souffrance, où ils ne sont pas dans les meilleures conditions pour faire leur métier, et je l'entends. Sauf que c'est très violent pour un parent qui a fait toutes ces démarches, qui enfin a la sensation d'avoir un sésame ou quelque chose pour prouver que, et en fait, de s'entendre dire, oui, bon, de toute façon, maintenant, tous les enfants sont TDAH. Ben non, c'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment frustrant, et je sais que c'est une réalité. Mais en attendant, c'est pas parce que les autres croient pas que, en fait, nous, on peut pas tout faire pour nos enfants. Il y a des professionnels qui sont formés, moi j'en forme, il y a des professionnels qui sont sensibilisés et qui ont envie de faire quelque chose, et il y a des profs super chouettes qui sont contents de le savoir parce que ça leur permet peut-être de mettre en place des choses ou d'être plus attentifs à certains élèves. Et donc, oui, ça existe. Je les en remercie. Oui, ça on a souvent, comme toujours, tendance à parler de ceux qui ne vont pas correctement, mais effectivement, il y en a beaucoup qui, au contraire, sont preneurs. Exactement. Il faut un travail exceptionnel, et heureusement. C'est vrai qu'il y a des dérives, et c'est bien d'en parler, mais le problème d'en parler, c'est que parfois on généralise, et c'est dommage parce que la plupart, je pense quand même, des adultes, des parents ont envie de bien faire, juste ils n'ont peut-être pas les bons outils. Et pour répondre à ta question, c'est ça qui peut être intéressant, c'est-à-dire creuser le sujet des atypies va vous permettre d'avoir les outils adaptés en fait aux problématiques et au fonctionnement actuel de votre enfant. Super. Et pour clôturer du coup l'épisode, parce que je sais que c'est la question qui va revenir forcément à la suite, comment on trouve
ce Ah, Saint Graal de la personne adaptée qui pourra effectivement nous orienter. Et est-ce que tu aurais des recommandations, des sites? Bon, naturellement, je mettrai tes coordonnées et comment te contacter. Mais d'une façon générale, est-ce que tu as connaissance, toi, de certains sites, de certains annuaires sur lesquels les parents pourraient se rendre? là, c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, on va avoir des professionnels qui sont spécialisés sur une voire deux atypies. C'est très compliqué d'être professionnel de tout. Par exemple, pour les 10, ça va être bien sûr une orthophoniste, en fait, plutôt. Voilà. Sur le TDAH, le TSA, ça va être un psychiatre ou des psychologues spécialisés. Donc, en fait, c'est assez délicat de trouver une personne, parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il n'est pas rare, en fait, de cumuler plusieurs atypies. Et comme une atypie peut en cacher une autre, prenons l'exemple du test de QI, qui aujourd'hui beaucoup remet en question, mais bon, c'est compliqué voilà, pour les enfants de trouver autre chose. Si on a un enfant avec un TDAH, il est possible qu'en fait, ça fasse baisser son score de QI. Mm. Donc, avec un professionnel qui n'est pas toujours bien formé, parce que malheureusement, oui, c'est le cas. Aujourd'hui, en France, les masters en psychologie ne forment pas aux atypies, donc il faut que le professionnel fasse des formations supplémentaires. Et c'est pas toujours le cas. Il peut très bien faire passer la passation de QI sans formation. Voilà. Bah, il peut ne pas détecter ça, dire que l'enfant n'est pas HPI, ne même pas voir le TDAH, et le parent, il a dépensé 300, 500 euros pour s'entendre dire, bah non, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Voilà. Alors qu'en fait, elles se cachent l'une et l'autre. Mm. Donc, quelqu'un qui est formé va creuser, va comprendre pourquoi le QI est hétérogène, va essayer d'essayer, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, moi, à chaque fois, on me demande des coordonnées et je suis bien malheureuse de dire que, en fait, mis à part le bouche à oreille, ça va être très difficile. Moi, je forme des professionnels et je mets leurs coordonnées après dans mon annuaire qui est sur mon site internet ou en story à la une sur Instagram. Mm. Après, il y a des associations qui sont très bien. Peut-être voir auprès des associations. En parler à son médecin généraliste, au pédiatre. Je trouve que si on a un bon lien avec, ça peut être hyper intéressant. Et lui-même a peut-être des coordonnées de psychologues autour de chez soi, des psychiatres qui peuvent effectivement, éventuellement, voilà. Mais les délais d'attente sont très longs. On a par exemple pour le centre ressources autisme, le CRA qui est dans tous les départements, des fois c'est 1, 2 ans d'attente. Donc voilà, c'est des réalités malheureusement qu'il y a encore en France. C'est pour ça que je dis, si on n'arrive pas à avoir de diagnostic officiel, je vais utiliser ce terme-là, eh bien, en attendant, enfin, n'hésitez pas quand même à vous faire accompagner, que ce soit par des coachs parentaux, tu vois, des accompagnateurs parentaux, il y a des EduxP, il y a effectivement pour un accompagnant, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas le mot qu'on peut pas quand même trouver en fait des moyens pour apaiser la situation familiale et l'enfant. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on ne va pas rester sans rien faire en attendant. Et puis, il y a cette déception parfois aussi. Les psys ont beaucoup de travail, donc on arrive enfin au rendez-vous 6 mois, 8 mois après. On a enfin la passation, on sait oui ou non, mais après, derrière, il n'y a pas de suivi. Donc, en fait, entre guillemets, OK, on a l'étiquette, mais on en fait quoi? Voilà. Mais parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, il y a Mm. énormément de demandes. Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de se dire que ce n'est pas. En fait, ce sujet ne concerne pas que les psys. Mm. Et souvent, les gens, ils veulent voir des psys. Mais pourquoi faire exactement? Parce que si tu veux, par exemple, un accompagnement parental pour renouer le lien avec ton enfant, mais c'est peut-être pas nécessaire. Il y a des gens, en fait, qui ont fait des formations extraordinaires sur du coaching, de l'accompagnement parental, qui peuvent très bien, en fait, t'aider, qui connaissent le domaine des atypies. Et par exemple, moi, je forme des sophrologues, je forme, enfin, il y a des psys, il y a des médecins, il y a un peu tout. Mais j'ai aussi beaucoup de coachs parentaux, tu vois, dans mes Mm. formations. Et comme ils ont cette notion des atypies, ils pourront pas effectivement faire un diag, c'est pas possible, mais ils pourront effectivement déjà orienter et ils pourront aider et soutenir la famille en attendant d'eux et trouver des outils. Et parfois, ça suffit. C'est ça qui est assez extraordinaire d'ailleurs. Parfois, comme on arrive en fait à apaiser les problématiques, bah, parfois les parents disent bah, finalement, on n'a pas vraiment besoin de l'étiquette parce Mm. qu'on se sent bien et oui ou non, bah, ça appartiendra limite à l'enfant de le faire plus tard, mais nous, on est bien comme ça. Et je crois que c'est ça peut-être aujourd'hui ce qu'on oublie. C'est-à-dire que c'est pas tant l'étiquette qui compte que le chemin pour aller mieux. Ouais. En fait, ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est le côté, on a tendance, et en France en tout cas, je pense que c'est vraiment ça, de rechercher le saint graal ce que tu appelles le diagnostic, de poser l'étiquette, donc pour rentrer dans l'accompagnement, alors qu'en fait, la mise en action, se faire accompagner, n'est pas nécessairement lié
on peut commencer déjà à mettre des choses en place, à rechercher des solutions en attendant qu'effectivement le calendrier du praticien soit disponible, mais ne pas s'arrêter à bah non, bah j'ai un an d'attente, donc j'attends. Bah non, en fait, il y a des choses qu'on peut mettre en place et qu'on Et peut. heureusement, parce que la situation elle risque de s'aggraver, en fait. Oui. Puis, comme je disais, OK, il a rendez-vous, on a le résultat, mais après, il n'y a peut-être pas d'accompagnement. Il y en a beaucoup qui ne font pas. Donc, en Ouais. fait, on aura perdu un an. Et le nombre de témoignages de parents qui me disent, mais je suis, mais en fait, perdus, en fait, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, ils sont dégoûtés parce que c'est pas ça qu'ils attendaient. Ils imaginaient quelque chose, que des portes s'ouvrent après, que tout se solutionne, alors que c'est pas du tout ça. Et de leur dire, en fait, ah ben non, maintenant, il faut repartir à la recherche de quelqu'un qui va vous accompagner. Et c'est reparti. Et ben voilà, c'est ça. Ils ont la sensation d'avoir perdu du temps. Donc, il vaut mieux leur dire dès le départ quelle est la problématique à laquelle vous faites face ou auquel vous faites face et trouver quelqu'un d'abord pour en fait soulager ça. Dans l'immédiateté. Et puis ensuite, enfin, voilà, ça se. Oui, parce que en fait, il y a beaucoup, on n'en a pas parlé, mais bon, ça serait trop long, on arrive en fin d'épisode, mais le burn-out parental est une grande problématique aussi lorsqu'on a des enfants atypiques, parce que cette intensité, il faut la vivre au quotidien, c'est pas rien. C'est clair. Ça use. Bah oui, Ça bien sûr. puise notre propre énergie qu'on n'a pas toujours. Non, mais c'est ça. C'est d'ailleurs beaucoup de parents témoignent, j'ai la sensation de donner, que son réservoir affectif se vide, mais ne se remplit totalement jamais. Donc, c'est des enfants qui vampirisent parfois. Et j'utilise le terme vampirise sans connotation négative, mais parce que parfois on peut le ressentir comme ça. On est vidé, Tout à fait. sans compter la charge mentale, la responsabilité et les aléas de la vie. Donc oui, il faut trouver du soutien avant même, en fait, de vouloir absolument poser un mot. Poser un Et mot. en fait, ça va se faire naturellement. Mm. C'est ça qui est chouette aussi. C'est que ça se fait souvent naturellement comme ça parce que c'est parce qu'on va chercher du soutien qu'on a aussi la force de continuer les recherches, de continuer à aller au bout des choses et que c'est long. Et puis, c'est souvent pas pris en charge financièrement aussi. Ouais, finalement. Donc, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, autant se renseigner et soulager notre quotidien dans l'immédiat. Pas attendre. Est-ce que c'est un marathon, la parentalité? Oui, je te confirme. Et si j'en crois ma maman qui va bientôt avoir 70 ans, qui me dit non mais même à 70 ans, j'ai beau en avoir 41, mais non mais ça ne change rien, on s'inquiète toujours. Ah, c'est ça, on est d'accord. On n'a pas compris qu'on avait signé jusqu'au bout. Mais écoute, un grand merci à toi, Elodie. De toute façon, comme je fais d'habitude, absolument tous les liens pour te retrouver, suivre tes livres, tes formations, tout ça, ça sera en description de l'épisode et puis dans l'article associé. Mais un grand merci à toi pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!